Voilà, bonjour à toutes et à tous. Et vous êtes très, très nombreux. J'espère que vous avez tous une place. Sinon, je vous rappelle, il y a des dents creuses, comme on dit, entre les personnes, hein. Si vous n'hésitez pas à vous placer, parce que sinon, on va être en hors capacité de la salle. Voilà. Donc, ceci étant dit, ben, je suppose que vous êtes venus pour le beau thème du jour sur le bilinguisme. On pourrait même dire multilinguisme, puisque tout ça peut influencer nos capacités, notre fonctionnement de la mémoire. Donc, c'est ce qu'on va regarder d'un petit peu plus près cet après-midi. Est-ce que ce bilinguisme, est-ce que le fait de parler plusieurs langues, ah, ah bah, dites donc, là je peux pas plus, hein. Je suis à fond. Donc là ça va, vous m'entendez? Voilà. Le fait de parler plusieurs langues influence-t-il notre cerveau, notre mémoire, nos capacités de fonctionnement? Et tout cela, nous allons le regarder en quelque sorte à la loupe avec une spécialiste, puisque nous avons le plaisir d'inviter aujourd'hui Eva Commissaire, qui est donc maître de conférences en psychologie au laboratoire de psychologie des cognitions et qui étudie plusieurs thèmes de recherche. Elle étudie notamment les compétences orthographiques pour les apprentis lecteurs dans différentes langues monolingues ou bilingues. Elle a travaillé notamment dans le domaine des jeunes anglophones. Elle étudie également comment on peut faire l'apprentissage du vocabulaire lorsqu'on a une langue seconde. Et puis, bien évidemment, on s'intéresse aux variables émotionnelles, donc à tout ce principe de la mémoire autour du bilinguisme, avec quelques spécificités dont elle nous parlera dans son intervention. Je ne vais pas être plus long parce que comme vous êtes très nombreux et qu'on laisse toujours un petit temps pour les questions après la présentation, on va laisser quand même la possibilité de faire ces questions. Voilà, je vous remercie de votre attention et bonne conférence. Merci. On va tester tout de suite. Est-ce que c'est suffisant? Il y a un écho, il y a un écho pour moi qui est très désagréable. Peut-être qu'il vaut mieux que je garde ça, non? Parce que là, il y a un écho, ouais, c'est... Non, là, il est éteint. Ça fonctionne? Oui? Ça suffit? Non plus? Bon. Alors, hop, voilà, je m'installe, hein, vous m'excuserez, pour être à l'aise pour 1 heure tout de même ensemble. Alors, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir sollicité pour cette conférence. J'ai le plaisir et l'honneur de débuter cette semaine sur la mémoire avec cette thématique, donc, comme vous le constatez, autour du bilinguisme, qui, bien sûr, est un thème d'intérêt pour le territoire du Grand Est et alsacien en particulier. Alors, je suis, comme on vous l'a indiqué, maître de conférence en psychologie, donc je vais vous présenter des travaux de ma discipline en psychologie cognitive euh, sur cette question des capacités d'une part et du fonctionnement de là, ou devrais-je dire, des mémoires, puisqu'il y a plusieurs formes de mémoire. Alors, avant de parler de mémoire, je vais tout de même quand même prendre le temps d'évoquer avec vous ce premier terme qui est le bilinguisme, qui est déjà un concept complexe et multidimensionnel. Alors, probablement chacun d'entre nous avons notre propre définition du bilinguisme. On place le curseur, probablement chacun d'entre nous différemment sur ce qu'on va considérer être du bilinguisme ou pas. Dans la recherche, eh bien, il y a aussi plein de définitions, ce qui rend les choses compliquées. Certains auteurs vont mettre en avant la maîtrise parfaite et équilibrée des 2 langues, ce qu'on appelle un bilinguisme équilibré, ce qui est en réalité assez rare. Donc ici, il s'agit de mettre le curseur sur la compétence qui doit être de très haut niveau. D'autres vont plutôt souligner la nécessité d'utiliser les 2 langues régulièrement dans le quotidien. D'autres encore voient en bilinguisme les individus qui ont vécu dans un environnement bilingue lors de leur enfance. Donc il y a plein de définitions et finalement ce qui va nous intéresser en psychologie n'est pas tant de définir ce qu'est le bilinguisme, mais d'essayer de caractériser avec précision différents profils de bilingues, puisqu'il y a finalement autant de bilingues que de contextes dans lesquels on apprend des langues. Donc plutôt que de chercher un consensus en termes de définition, on va plutôt essayer de voir qu'il y a plein de profils de bilingues. Et je préfère démarrer
aujourd'hui cette conférence, en précisant les choses, vous verrez malheureusement par la suite que il n'y a pas toujours suffisamment de précision dans les recherches, mais voilà, démarrons d'abord en montrant la complexité de ce qu'est le bilinguisme. Alors, le bilinguisme, évidemment, il y a la question de l'âge d'acquisition, hein, on peut apprendre une langue plus ou moins tôt, on va parler de bilingue précoce quand l'apprentissage s'est fait pendant l'enfance, plus tardif souvent quand il s'agit pendant l'adolescence ou même à l'âge adulte, hein, bien sûr. Le contexte d'acquisition est quelque chose aussi d'important. On apprend les langues parfois dans l'environnement familial parce que chaque parent a sa propre langue. Parfois, il s'agit plutôt de situations, par exemple, de migration avec une langue à la maison, une langue en milieu scolaire qui est différente. Et puis, bien sûr, on apprend aussi les langues à l'école. Pas forcément toujours suffisamment d'années pour avoir un niveau de compétence très élevé, mais c'est tout à fait une situation aussi d'apprentissage qui permet de devenir bilingue éventuellement. La fréquence d'utilisation des langues est aussi un point important, à quel point on les utilise au quotidien. Et ici, on peut distinguer la langue orale, mais aussi la langue écrite, auquel on est de plus en plus exposé en langue seconde, hein. Le contexte d'utilisation est également un point, j'y reviendrai, probablement très important en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on utilise nos langues dans certains contextes en particulier? Par exemple, dans mon cadre, j'utilise beaucoup l'anglais, mais principalement pour un usage professionnel. Et puis, il y a cette question de ce qu'on appelle le code switching. Alors là, je ne l'ai pas traduit parce que c'est l'alternance entre les langues, mais c'est pas un terme très joli en français. À quel point, lorsqu'on est bilingue, on alterne entre les langues dans une même journée, avec un même interlocuteur parfois. Et là, il y a des spécificités avec des régions dans lesquelles les bilingues alternent très facilement avec un même interlocuteur. C'est le cas par exemple dans le Pays basque, hein, où les locuteurs du Pays basque peuvent passer de la langue espagnole à la langue basque avec une même personne, parfois même la langue française, ou l'anglais maintenant, et d'autres contextes de bilinguisme où une langue reste cloisonnée dans un certain environnement. Et ça, probablement, on en reparlera, ça va jouer sur les effets que pourrait avoir le bilinguisme sur la cognition, et la mémoire en particulier. Et puis, bien sûr, cette dernière variable, le niveau de compétence, hein, on s'attend souvent à parler de bilinguisme avec un haut niveau de compétence, mais là encore, on peut distinguer les compétences à l'oral et les compétences à l'écrit qui peuvent aussi apporter un éclairage sur le fonctionnement des bilingues. Alors voilà, première partie vraiment pour montrer à quel point le bilinguisme est finalement devrait être utilisé au pluriel, hein, puisqu'il y a plein de formes de bilinguisme et probablement donc que l'impact que ça peut avoir sur le fonctionnement de la mémoire, dont on va parler aujourd'hui, doivent probablement varier selon ces différentes formes d'être bilingue. Donc passons maintenant à la thématique d'aujourd'hui. Que sait-on des effets du bilinguisme sur la cognition et puis donc sur la mémoire? Alors, je voudrais juste situer historiquement le fait que cet intérêt qu'on a pour le bilinguisme et les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement intellectuel, cognitif, c'est une question finalement qui existe depuis de nombreuses années. Vous voyez ici des références d'articles scientifiques des années 30, des années 40, avec des études plutôt centrées sur l'impact du bilinguisme sur l'intelligence, notamment chez les enfants. Beaucoup des études plutôt en Amérique du Nord. Alors ces études, elles étaient très peu nombreuses et à l'époque, les chercheurs soulignaient plutôt des désavantages du bilinguisme. L'histoire hein, des effets du bilinguisme, elle commence d'abord par des études plutôt soulignant des choses un peu négatives. On s'est aperçu rapidement, dans des travaux dès les années 50-60, que ces études étaient très faibles du point de vue méthodologique. Par exemple, pour mesurer l'intelligence des enfants, utiliser un test de quotient intellectuel dans la langue qui est la moins maîtrisée des enfants ne risque pas de montrer tout le potentiel intellectuel d'un enfant. Donc ces études étaient en réalité très faibles. Et depuis le regain d'intérêt pour cette question, depuis une trentaine d'années environ, bien sûr, les recherches ont bien évolué et on est plutôt en train de souligner aujourd'hui différents avantages sur le plan cognitif du bilinguisme. Donc c'est le thème d'aujourd'hui et puisqu'il s'agit de la semaine de la mémoire, bien sûr, je vais centrer mon propos sur la mémoire ou les mémoires. Alors, la première question que je vais évoquer, c'est probablement celle à laquelle on pense très très spontanément quand on voit ce titre, bilinguisme, mémoire. La première question qu'on se pose, me semble-t-il, je ne sais pas voilà, si c'est votre cas, mais
on pense en termes de capacité en mémoire, hein. On se demande, est-ce que quand on est bilingue, on a plus de capacité en mémoire? Alors évidemment, il y a plusieurs formes de mémoire, on va voir ça, mais c'est probablement la première question. Et donc on le voit là, on est dans une question qui tend à comparer les bilingues aux monolingues, hein. Mais c'est un petit peu, c'est d'ailleurs les questions qu'on m'a posées très spontanément. Donc je suppose que c'est aussi ce qui vous a motivé à venir écouter. Est-ce que ça donne des spécificités par rapport à des monolingues? Donc on va voir différentes formes de mémoire et puis évidemment j'essaierai d'expliquer, comment, enfin par quel mécanisme on observe ces effets. Alors, la mémoire qui est la plus étudiée, en lien hein, évidemment avec cette question du bilinguisme, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est une forme de mémoire qui permet de, alors je vais utiliser mes gestes, mes bras, hein, qui permet de stocker, mais aussi de manipuler les informations en mémoire à court terme. Souvent, c'est une forme de mémoire qui est très courte hein, et qui est utilisée lorsqu'on est en train de réaliser des tâches pendant lesquelles on a besoin de manipuler des informations. Alors, pour être beaucoup plus concret, je vous vais donner ici trois illustrations qui sont très typiquement associées à de la mémoire de travail. La première, c'est le calcul mental. Si je vous demande de faire 7 fois 12 plus 43, mentalement, si vous essayez, vous allez bien entendu vous apercevoir qu'il faut maintenir en mémoire une première information, la maintenir, la réactualiser lorsqu'il faut ensuite additionner plus 43. Et donc, ce travail cognitif en mémoire, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Autre exemple, qui montre d'ailleurs que la mémoire de travail est très importante dans les apprentissages scolaires, ici, avec la compréhension en lecture. Alors, je pense que c'est assez petit, je vais le lire. Si vous avez à lire la phrase «L'homme dont la fille a acheté le livre que tu avais recommandé est mon voisin». Dans des phrases qui sont syntaxiquement complexes, eh bien, ça met en jeu, bien sûr, la mémoire de travail également. Il faut stocker tous les mots de la phrase pour pouvoir la comprendre, mais comme on est sur une phrase assez complexe, hein, sur le plan syntaxique, on sent bien qu'il y a un coût cognitif. Il faut maintenir les différents éléments de la structure pour reconstruire le sens de ce type de phrase. Donc, la mémoire de travail, c'est aussi cette forme de mémoire qui est utilisée sur une très courte période de temps, dès lors qu'on essaie de comprendre des textes qu'on est en train de lire. Dernier exemple pour illustrer, je vous ai parlé de mémoire de travail où il y a des informations vraiment liées au langage. Mais bien sûr, ça peut passer par de la mémoire de travail qu'on appelle visio-spatiale, hein, donc sans langage, mais liée à des déplacements dans l'espace, par exemple. Les joueurs d'échecs, alors c'est pas mon cas, mais les joueurs d'échecs expérimentés sont capables d'avoir en mémoire les différents déplacements des pions, de les visualiser et puis de les maintenir en mémoire sur plusieurs coups en avance en tenant compte du coup, du coup que va jouer l'adversaire et ainsi de suite. Donc ce type de mémoire de travail relatif à des positions des pions sur l'échiquier, c'est aussi une forme de mémoire de travail. Alors que sait-on des effets du bilinguisme sur cette forme de mémoire de travail spécifiquement? C'est celle qui est la plus étudiée parmi les formes de mémoire. Alors, il y a un certain nombre d'études désormais sur cette question, et ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est simplement un regroupement d'études pour essayer d'y voir clair. Et globalement, la plupart ont mis en évidence un effet positif du bilinguisme sur ses compétences. Ça signifie que ce dont je viens de vous parler, ces capacités qui sont très utiles dans différentes situations de la vie quotidienne, pourraient être un peu meilleures chez les bilingues par rapport aux monolingues. Alors, bien sûr, dans la recherche, c'est jamais aussi simple. Il y a aussi, bien sûr, des études qui ne montrent pas d'effet. Mais en général, il n'y a pas d'effet délétère, hein. Mais voilà, il y en a qui disent oui, d'autres non. Bon, la plus récente, l'étude la plus récente, en l'occurrence, menée par des chercheurs en France, je le souligne parce qu'il y a beaucoup de travaux plutôt menés à l'international et c'est toujours intéressant de souligner quand il y a des collègues en France qui mènent ce type d'analyse. Ici, des collègues de Montpellier, Catherine Monnier, ont conclu elles aussi qu'il y avait effectivement un avantage chez les bilingues, à partir tout de même de 141 études hein, internationales, avec différents profils hein, de bilingues, un effet présent, mais faible. Ça signifie que, bon, chacun dans sa vie quotidienne, on ne va pas s'apercevoir que parce qu'on est bilingue, on est super bon, parce qu'il y a plein de facteurs, bien sûr, qui jouent. Donc l'effet est présent, mais n'est pas très fort d'un point de vue de ses répercussions, si vous voulez, dans la vie de chacun.
Alors, on peut constater par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, les études aujourd'hui sont devenues beaucoup plus rigoureuses. C'est très compliqué de comparer des mots bilingues et des monolingues sur le seul facteur de la langue. Il faut bien sûr s'assurer qu'ils sont comparables sur plein d'autres choses. Et plein de variables très importantes, par exemple la catégorie socio-professionnelle, toutes ces variables qui jouent aussi sur le fonctionnement de la mémoire. Alors en tout cas, cet effet positif qui a été conclu par cette étude de 2022 était observé à différents âges, à la fois chez des enfants, chez des adultes de tout âge, y compris des adultes plus âgés. Je vais d'ailleurs vous montrer des illustrations. Sur du matériel verbal, quand il y a le langage qui est mis en jeu, mais également non verbal, alors même qu'il n'y a pas de langage. Ça s'expliquera enfin, je vais vous expliquer ensuite pourquoi ça peut s'étendre, ces avantages, à des situations où il n'y a même pas de langage. En tout cas, la conclusion tout de même de ces études, c'est qu'il va falloir aussi mieux comprendre pour quel type de profil bilingue il y a des avantages, pour quel autre type de profil il n'y en a pas, puisque vous voyez, il y a quand même des données contradictoires. Bon, c'est toujours le cas malheureusement, je ne peux pas vous donner une vérité comme ça serait trop simple. Un exemple quand même que je souhaitais vous montrer, c'est une étude que je trouve assez chouette. D'une part, bon, elle est récente, 2023. C'est une étude qui s'est intéressée au multilinguisme, qui a été menée en Norvège chez des personnes âgées entre 54 et 70 ans et qui étaient toutes des chercheurs, des universitaires. Donc, d'un milieu plutôt comparable. Et donc, dans cette étude, toutes les personnes avaient au moins deux langues. Et là, il s'agissait de regarder la plus-value d'avoir plus que deux langues. Et comme on peut observer sur le graphique, même si on ne voit pas très bien, on voit que ça monte, hein, à mesure que les personnes avaient des langues supplémentaires, jusqu'à 6 langues, meilleur était leur score dans des tâches en mémoire de travail. Alors les tâches, je vous ai pas expliqué comment ça pouvait se mesurer hein, très concrètement. Eh bien, c'est les chiffres que je vous ai mis là. Comment font les chercheurs? Eh bien, imaginez que je vous demande 6, 1, 9, 4, 7, 3. Je vous demande de me les donner à l'envers. Là, ils sont écrits, c'est facile. Hein. Mais si je le fais à l'oral, il y a déjà 6 chiffres là. C'est déjà beaucoup plus compliqué parce que vous devez les mémoriser, hein, attendre la fin et puis vous les donner dans le sens inverse. L'autre manière de le faire, c'est peut-être même plus complexe encore, c'est si je vous demande de me les donner dans l'ordre croissant. Alors là, non seulement il faut s'en rappeler, mais aller piocher pour les remettre dans le bon ordre. Ça, c'est typiquement les mesures qui ont été utilisées et qui montrent donc des performances meilleures pour les personnes qui avaient des compétences dans plusieurs langues. Donc un effet positif du multilinguisme par rapport même au bilinguisme. Je tiens à préciser quelques éléments. Ça a été montré dans une étude qui était très solide par ailleurs, puisque beaucoup de compétences langagères étaient mesurées, beaucoup d'autres éléments, et c'était finalement simplement le nombre de langues qui ressortait comme le point important. Et puis, ils avaient aussi mesuré plein d'autres choses dont on connaît l'impact sur la mémoire. Le niveau d'éducation, ici, qui était comparable globalement pour tout le monde, mais aussi d'autres choses. Et je les souligne au passage parce que voilà, ça, c'est des connaissances qui sont intéressantes aussi. La pratique d'activités sportives et la pratique instrumentale, ce qui sont aussi des choses intéressantes au niveau cognitif et de la mémoire en particulier. Alors, un point de vigilance par rapport à ce type d'études, c'est que là, je suis en train de vous dire que la maîtrise de plusieurs langues pourrait conférer un avantage en mémoire. Bien sûr, il y a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que meilleures sont nos capacités en mémoire, mieux on apprend des langues. Hein. Donc, on a bien sûr des effets qui peuvent aller dans les deux sens. Hein, et il ne faut pas l'oublier, c'est évidemment aussi nos capacités en mémoire qui nous aident à mieux apprendre. Hein. Maintenant, sur ces questions-là, il y a des études aussi chez les jeunes enfants qui n'ont pas choisi d'être bilingues parce qu'ils sont dans un environnement bilingue et pour autant, on voit quand même des avantages. Donc, ça ne se réduit pas à cet effet simplement meilleure est ma mémoire, mieux j'apprends les langues. Hein. Les études chez les enfants permettent aussi voilà, de contourner cette alternative. Alors, comment s'explique cet effet hein, maintenant qu'on a vu qu'il y avait des avantages, en tout cas sur cette première forme de mémoire, la question c'est pourquoi hein. Et pour vous expliquer ça, il faut que je fasse un détour par ce qu'on sait du fonctionnement du langage chez le bilingue et d'une certaine manière une autre forme de mémoire, ce qu'on appellerait la mémoire sémantique, mais ici je vais vous parler de la mémoire des mots, c'est-à-dire comment sont organisés les mots
dans notre lexique quand on a plusieurs langues. Comment c'est organisé et comment on y accède. Et donc ça, c'est plutôt étudié par en l'occurrence, des gens qui travaillent sur le langage directement, mais c'est vrai qu'il s'agit finalement des représentations des mots dans notre mémoire, ce dont je vais vous parler là aussi. Alors comment s'expliquent ces effets sur la mémoire? Eh bien, il faut savoir que, et là, pour le coup, c'est assez consensuel, il y a beaucoup de travaux là-dessus, sans s'en rendre compte, de manière automatique, non consciente, quand on a deux langues, quand on est en train de parler, quand on doit lire quelque chose dans une langue, sans s'en rendre compte, les mots qui ressemblent de l'autre langue s'activent. On ne se rend pas forcément compte, parfois oui, peut nous faire d'ailleurs nous tromper quand on s'exprime, mais les mots finalement, tous les mots qui se ressemblent peuvent être activés automatiquement dans notre lexique mental, dans notre mémoire, d'une certaine manière. Et donc, même s'ils appartiennent à l'autre langue. Alors, comment on sait ça? Je vous ai mis des petits exemples plutôt sur le français-anglais. Si je suis bilingue français-anglais, eh bien, lorsque je lis ou que j'entends le mot flag, j'active sa traduction en français, c'est assez évident, mais, et là c'est plus surprenant peut-être, on va aussi activer automatiquement les mots qui ressemblent au niveau des sons, notamment si je suis à l'oral. Alors évidemment, à l'oral, il y a des différences phonétiques entre les langues, mais flag ressemble un peu à blague, un petit peu. Donc ça peut ici être coactivé, et ça, il y a plein d'études expérimentales qui le montrent. Et puis, moi, je travaille plus sur le langage écrit, par exemple, et dans mes travaux, on montre que lorsque on lit un mot comme flag, eh ben, ça active un mot qui lui ressemble au niveau de l'orthographe. Le mot flan, qui, on est d'accord, au niveau des sons, ressemble absolument pas, mais du point de vue orthographique, c'est le cas. Donc, on a ici ce type de coactivation de tous les mots, pardon, dans la mémoire chez le bilingue. Et donc, ça signifie aussi qu'il y a de la compétition entre ces mots. Et lorsque je vais devoir m'exprimer, comme aujourd'hui, dans une seule et même langue, quand je dois lire dans une seule et même langue, eh bien, j'ai tous les autres mots de l'autre langue qui s'activent. Et donc, il faut, pour réussir à pas switcher, alterner tout le temps, comme je viens de le faire, entre deux langues, eh bien, il faut utiliser des mécanismes de contrôle. Du contrôle des langues pour réussir, eh bien, si j'ai une conversation avec un interlocuteur dans une seule et même langue, eh bien, il va bien falloir que je résiste à des interférences de l'autre langue. Et donc, ces mécanismes de contrôle des langues, eh bien, c'est une hypothèse explicative, ça permettrait de les entraîner tout au long de la vie, cette gestion des langues, et donc d'entraîner ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Beaucoup plus étudiées pour le coup que la mémoire. Mais voilà, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais je suis obligée de passer par là quand même pour en venir à la mémoire. Ces fonctions exécutives, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fonctions cognitives dont on a besoin dès lors qu'on fait des activités qui ne sont pas routinières, qui ne sont pas automatiques, dès lors qu'on a besoin, on a des objectifs, qu'on doit planifier des actions, qu'on doit mettre en œuvre une activité cognitive, mnésique aussi d'ailleurs, assez complexe, coûteuse. Voici un petit exemple de la manière dont on mesure ça dans des batteries de tests cognitifs. Ici, très peu de langage, mais c'est quand même une tâche qui va nécessiter un peu de langage. Dans ce type de tâche, si je vous dis de me dire le mot triangle dès lors que vous voyez un cercle et cercle dès lors que vous voyez un triangle, c'est assez simple là, mais on voit bien qu'il va falloir utiliser ce qu'on appelle l'inhibition. On a une information visuelle, je vous demande de donner l'inverse de ce que vous voyez, de ce qui est automatique, c'est-à-dire dire ce qu'on voit. C'est plutôt facile à réaliser, mais on peut mesurer le temps et ça nous donne une mesure de ce qu'on appelle ici donc l'inhibition. Plus compliqué maintenant, et ça, c'est une tâche qu'on fait passer aux adultes, aux enfants, voilà, dans des batteries de tâches cognitives. Ici, si je vous dis, quand le fond est noir, vous dites triangle quand vous voyez un cercle, vous dites cercle quand vous voyez un triangle, mais quand le fond est blanc, on dit la forme que l'on voit. Là, un peu plus complexe encore, puisqu'il va falloir utiliser les deux règles en parallèle. Alors, je ne vous demanderai pas de le faire en direct, mais je vous assure, si vous êtes en train d'essayer, que c'est un petit peu plus compliqué. On va avoir tendance à faire une petite erreur ou ralentir, bien entendu. Ici, ce que ça met en jeu, c'est ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Donc, cette capacité à utiliser différentes règles. Voilà.
Donc ça, c'était une petite illustration pour vous montrer ce que sont ces fonctions exécutives, et c'est en réalité ça qui est le plus étudié dans le cadre du bilinguisme, le fait que ces fonctions cognitives-là soient entraînées et confèrent un avantage aux bilingues. C'est donc cette capacité à inhiber des réponses automatiques, gérer des informations conflictuelles, deux mots par exemple, en deux langues différentes. Cette flexibilité cognitive est aussi une capacité accrue à contrôler son attention dans certaines tâches pour lesquelles il faut ne pas se laisser distraire par des interférences. Tout ceci est étudié très largement et montre, alors c'est débattu encore une fois, mais montre des avantages quand même dans énormément d'études, là ça se compte pas en centaines cette fois-ci, mais en milliers, chez les bilingues pour ce type de compétences. Or, ce type de compétences, eh bien, c'est très en lien avec la mémoire de travail dont je parlais tout à l'heure. Dans le calcul mental, quand il s'agit de manipuler ces informations en mémoire, certes, il y a une dimension stockage en mémoire, mais il y a une dimension où il faut contrôler l'attention, contrôler son comportement, faire une activité cognitive complexe, et donc ça met en jeu ce type de processus. Donc, par le biais du langage et des fonctions exécutives, ça permet d'expliquer ces avantages qui sont décrits pour la mémoire de travail. Alors, il n'y a pas que la mémoire de travail, et souvent, les gens, quand ils pensent à la mémoire, on ne pense pas du tout à cette forme de mémoire, on pense à cette capacité à apprendre des nouvelles informations, retenir ce qu'on a vu au cinéma la semaine passée. On pense plutôt à ce type de mémoire en général. Hein, c'est peut-être la question que chacun se pose plutôt, est-ce qu'il y a quelque chose, un effet du bilinguisme sur ce type de mémoire? Alors ici, c'est ce qu'on appelle la mémoire épisodique. C'est ce qui nous permet de former des nouveaux souvenirs, les stocker, les rappeler si on a besoin, plutôt dans une mémoire donc à long terme. Ici, ce sont plutôt des souvenirs, des événements vécus dont on pourrait rappeler quand est-ce qu'on les a appris, où on était, dans quel environnement. Donc c'est par exemple se souvenir de son petit déjeuner ce matin ou des vacances qu'on a passées il y a quelques années. Ça peut être une manière ici d'accéder à ces souvenirs en mémoire à long terme. En laboratoire, comment on peut étudier ça? Je vous demanderai d'essayer de les mémoriser, une petite raison. On peut demander eh bien, d'apprendre des listes de mots. Voilà, en voilà quelques-uns. D'essayer de les mémoriser et puis, eh bien, dans 20 minutes, je vous demanderai de me les rappeler. Voilà comment ça peut se faire en laboratoire pour tester cette mémoire épisodique. Je vous laisse les lire quand même parce qu'on y retournera tout à l'heure. On ne voit pas grand-chose. Je n'avais pas en tête que la salle était si grande. Alors, sur cette forme de mémoire, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de conclusions à apporter. Il y a peu d'études. Elles se comptent sur les doigts des deux mains, probablement. Il y a peu d'études, mais certaines publiées montrent des avantages chez les bilingues. Et il y a notamment un intérêt à étudier cette forme de mémoire. Il y a plus d'études, justement, dans le cadre des personnes âgées, dans la perspective de savoir si le bilinguisme pourrait être l'un des facteurs protecteurs face au déclin cognitif. Et donc cette forme de mémoire, évidemment, intéresse beaucoup, parce que c'est une forme de mémoire, alors la mémoire de travail aussi, mais dont les performances diminuent avec l'âge. Cette question de facteurs protecteurs face au déclin cognitif lors du vieillissement est d'ailleurs très étudiée aussi par rapport à ces fonctions exécutives que j'évoquais juste avant. Et donc il y a quelques études comme ça. Et je vous en montre un exemple d'une étude qui a été menée, alors une des rares études, par Viorica Marianne, qui est une des chercheuses qui travaille sur cette question, chez ici des personnes qui étaient âgées en moyenne de 80 ans, à qui on a fait passer des tâches de mémoire épisodique différentes de celles que je viens de vous montrer où il fallait mémoriser des mots. Ici, c'était des images, exprès pour essayer d'étudier cette question sans éléments langagiers très, très explicites. Les personnes étaient exposées à ce type d'images. Alors, on ne voit pas très bien ce que c'est, mais voilà, il y a des images en l'occurrence qui étaient certaines neutres, et puis d'autres étaient un petit peu émotionnelles. Ils ont aussi manipulé ce genre de choses, parce qu'il y a un intérêt aussi sur la question des émotions. On terminera par ça aujourd'hui. Et puis 20 minutes plus tard, après avoir vu toutes ces images, eh bien, on leur demandait d'essayer de rappeler un maximum d'images qu'ils avaient vues. Ce qui permet ensuite de coder à quel point ils ont bien rappelé les images. On peut même regarder le degré de précision, on peut regarder plein de choses.
Ici, dans cette étude, les résultats, alors on voit pas grand-chose, mais euh, systématiquement, les performances des personnes bilingues étaient ici plus élevées que les personnes monolingues. C'est donc ici une des rares études, alors il y en a pas tant que ça, je vous le disais, mais une étude qui montre ici un avantage du bilinguisme. Et dans ce cadre-là, plus le nombre d'années de bilinguisme était élevé, plus les performances en mémoire étaient elles aussi élevées. Donc il y avait ici quelque chose qui montre l'intérêt d'avoir manipulé des langues pendant de nombreuses années pour obtenir un effet peut-être donc protecteur. Deuxième petit exemple, euh, le multilinguisme. Il y a certains pays, comme tout à l'heure, de nouveau on part dans les pays scandinaves, cette fois en Suède, il y a du multilinguisme. Et dans cette étude, cette fois beaucoup plus récente, de nouveau, ils ont comparé des multilingues, alors trilingues, quadrilingues, pentalingues, face à des bilingues, considérés comme la ligne de base ici. Hein. Eh bien, ces personnes qui étaient suivies de l'âge de 50 à 65 ans, systématiquement, à chaque moment du suivi, les performances, toujours dans ce type de mémoire épisodique, eh bien, étaient supérieures pour ceux qui parlaient plus de deux langues par rapport aux bilingues. On voit dans le temps une dégradation un petit peu des performances, hein, mais dont la trajectoire était globalement comparable entre les groupes. Hein. Mais en tout cas, systématiquement, des performances un peu plus élevées pour ceux qui parlent 3, 4, 5 langues par rapport à juste deux langues. Donc on a de nouveau, avec la mémoire épisodique, il y a moins de travaux, mais il y a quand même des éléments encourageants, montrant un intérêt du bilinguisme sur ce type de mémoire. Pour terminer sur cette première question, j'ai pas il y a l'heure ici, je vais regarder l'heure après quand même. Une autre question qu'on se pose, qui ne concerne pas directement et uniquement la mémoire, mais qu'on se pose en général, donc j'ai voulu l'aborder aussi rapidement aujourd'hui. Souvent, on se demande si, quand on est bilingue, on apprend mieux d'autres langues. Bon, et la réponse, elle est spontanément oui. Et bien, la recherche dit oui aussi. Pour une fois, c'est plutôt consensuel. Pour une fois, ça va. Je peux vous dire oui sans être trop gênée de simplifier. C'est plutôt consensuel. Effectivement, si on met des personnes dans une situation expérimentale où on fait apprendre des nouveaux mots, alors des fois ce sont des vraies langues, parfois on invente des mots, hein, voilà, on s'amuse, et bien effectivement les personnes qui parlent déjà deux langues ont des meilleures performances que ceux qui en parlent qu'une seule. Alors je voulais illustrer cette fois par une étude menée en Alsace. Il y a quelques années avec un doctorant, on a profité qu'il y avait des classes bilingues dans un certain nombre d'écoles, français-allemand, alors donc avec une forme de bilinguisme hein, scolaire, avec un niveau de compétence très hétérogène entre les élèves, disons-le quand même, qu'on a comparé avec des enfants des classes dites monolingues, qui ont d'ailleurs parfois du bilinguisme familial. Bon, on a regardé tout ça, bien sûr. En tout cas, on a mis ces enfants dans une situation d'apprentissage de mots, de vocabulaire en langue anglaise, langue qu'ils ne connaissaient pas. On a vérifié tout ça aussi au préalable. On leur faisait apprendre des mots comme helmet, qu'on présentait à l'écrit, avec la forme orale, un locuteur anglais qui prononçait ce mot, et puis une image pour représenter le sens. On a testé, juste après cet apprentissage, mais également une semaine après, leur performance pour mesurer à la fois la formation d'un lien entre le nouveau mot et puis le sens avec l'image, à quel point ils avaient bien appris la forme écrite, orthographique, et à quel point ils avaient bien appris précisément la forme orale. Et bien systématiquement, de manière assez assez robuste, ce qui est pas toujours ce qui est rare en fait dans les recherches, eh bien les enfants des classes bilingues avaient des performances donc meilleures pour ces trois dimensions de l'apprentissage de vocabulaire par rapport aux enfants de classe monolingue. Les enfants étaient comparables sur beaucoup de critères, on s'en est assuré, et il y avait ici quelque chose donc de favorable. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de limiter cela à des effets cognitifs. La mémoire peut être en jeu, mais bien d'autres choses, peut-être des stratégies d'apprentissage différentes, et puis bien sûr d'autres facteurs, la motivation d'apprendre des langues. Donc l'apprentissage des langues, évidemment, ne se réduit pas ici à simplement la mémoire, mais c'est un exemple aussi de quelque chose qui peut être favorisé chez les bilingues. J'ai perdu le clavier, voilà, pardon. Donc,
Cette première partie, j'ai essayé d'évoquer cette question des capacités en mémoire, différentes formes de mémoire, dans une perspective de comparaison bilingue-monolingue. Donc, on a pu voir qu'il y avait un effet soit plutôt positif, pas très fort, mais présent quand même dans un certain nombre d'études, parfois non visible, qui peut dépendre peut-être donc des profils de bilingues, mais en général assez peu d'effets délétères. C'est pas vraiment présent dans la recherche, dans ce type de recherche. On a vu des hypothèses explicatives en lien avec ces fonctions exécutives, qui sont, elles, par contre, très étudiées, mais qui suscitent des débats un peu déchaînés. Et puis des bénéfices à différents âges, des jeunes enfants, adultes plus âgés. Bien sûr, comme je le disais, il faut comprendre un peu mieux maintenant, en s'appuyant sur les différents profils de bilingues, un peu mieux comprendre pourquoi des avantages émergent pour certaines personnes, pas pour d'autres. Un des facteurs, probablement, c'est le contexte d'utilisation des langues. Pensez aux personnes qui alternent entre les langues quotidiennement et même avec une seule personne. Ces personnes n'ont pas besoin de résister aux interférences puisqu'elles peuvent facilement utiliser les deux langues avec une seule et même personne. Par contre, il y a de la flexibilité. On passe d'une langue à l'autre. Par contre, quand il faut résister aux interférences, parce qu'avec un interlocuteur donné, on ne peut utiliser qu'une seule langue, là, d'autres mécanismes sont en jeu. Donc, on en est plutôt à un stade aujourd'hui où il faut un peu mieux comprendre ces effets sur la mémoire en fonction finalement de la manière dont on est bilingue. Et ici, il y a beaucoup de diversité. Alors ça, c'était cette première partie qui, d'après moi, correspond à probablement la question que chacun a pu se poser. Comparer les bilingues avec les limites que je viens d'évoquer, la multiplicité des profils bilingues, à des monolingues. Monolingues qui sont quand même de moins en moins nombreux aujourd'hui, dont on ne sait pas très bien les définir d'ailleurs. Personne ne s'amuse à les définir dans les recherches, mais la plupart des monolingues connaissent sûrement un petit peu d'autres langues aussi. Donc avec voilà, toutes les limites de ce type de comparaison un peu simpliste, mais qui sont très nombreuses. Beaucoup d'études. Pour cette deuxième partie, je vais essayer d'aborder d'autres choses, un peu moins évidentes, et pour laquelle je vais plus vous amener à réfléchir à ces questions que à apporter des réponses très claires, parce que ce sont des questions qui sont soulevées, mais dont on n'a pas toujours encore des réponses malheureusement très claires. Ici, il s'agit de se centrer sur les bilingues, mais de se poser la question des particularités selon la langue que l'on utilise. Vous voyez, une autre approche, un autre type de question. Donc, est-ce qu'il y a des particularités chez les bilingues selon qu'ils utilisent la langue X ou Y? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, transition. Alors, première chose, ici, il s'agit plutôt de la mémoire épisodique dont on va parler, cette fameuse mémoire à laquelle on pense, très spontanément, encoder des nouveaux souvenirs, essayer de les rappeler, se rappeler donc ce qu'on a fait ou appris quelques jours avant ou même quelques heures avant. On va plutôt parler de ce type de mémoire. Et on voit bien que quand on doit former des nouveaux souvenirs, eh bien, il y a souvent du langage. On comprend bien que le langage soit tout de suite en interaction avec ces processus en mémoire, parce que soit on apprend des choses où il y a du langage, tout simplement, c'est des situations vécues où il y a du langage, on a notre propre langage interne potentiellement, mais au moment où on va les rappeler, en général, on nous demande de le rappeler par le langage. Donc on comprend bien que le langage puisse, d'une manière ou d'une autre, influencer ce type de fonctionnement en mémoire. La première question qu'on va poser, elle est un petit peu dérangeante pour un certain nombre de personnes, parce qu'elle a soulevé des débats assez durs. C'est ce qu'on appelle la relativité linguistique. Ça a beaucoup animé des linguistes, des philosophes. C'est basé sur une idée très ancienne d'un auteur qui s'appelle Benjamin Worf, qui était avec quelqu'un qui s'appelait Sapir, que je ne vais pas noter là, mais c'est cette idée qui donc peut être très dérangeante pour certains que le langage détermine la manière dont on pense. C'était une idée très forte a depuis été balayée. Et aujourd'hui, on ne s'intéresse pas de manière si déterministe que ça, mais on s'intéresse à la manière dont peut-être les langues, du fait de leurs caractéristiques linguistiques, pourraient avoir un impact sur le fonctionnement de la pensée, la manière dont on perçoit les choses, la manière dont on
les enregistre, dont on les mémorise. Donc c'est une idée qui a voilà, suscité des gros débats, parce que cette idée que la langue soit si déterministe par rapport à la pensée, c'est évidemment un petit peu dérangeant. Mais on n'en est pas aujourd'hui à des hypothèses si fortes, mais simplement essayer de comprendre s'il n'y a pas quand même quelques influences. Alors un exemple pour illustrer, qui n'est pas quelque chose qui relève de la mémoire, mais je vous donne un exemple sur la mémoire juste après. Ça a été beaucoup étudié sur avec les termes que l'on emploie pour dénommer des couleurs. Il y a beaucoup de variations hein, selon les langues pour dénommer des couleurs. Et par exemple, en grec, eh bien, les Grecs utilisent deux mots différents pour parler du grec, du bleu clair, galadio, et parler du bleu foncé, blé, je sais pas exactement comment on le dit, à vrai dire. Donc, eux ont deux mots qui correspondent à ces deux couleurs. Nous utilisons des adjectifs, et les Anglais aussi, hein. Enfin les anglophones, je devrais dire. Eh bien, cet auteur qui a étudié cette question de cette relativité linguistique chez les bilingues, s'est intéressé aux bilingues grecs, anglais vivant au Royaume-Uni et a montré que plus ils avaient passé de temps au Royaume-Uni, moins ils arrivaient à percevoir des distinctions de couleurs correspondant à cette catégorie qui, pour leur langue maternelle, était pourtant saillante. Grosso modo, ce que signifie ce type d'étude, c'est que, alors même que dans leur langue maternelle, il y a des distinctions fortes entre du bleu clair et bleu foncé, quand on leur demandait de juger si des couleurs étaient similaires ou différentes, plus ils avaient passé de temps en Angleterre, moins la distinction saillante pour le grec était présente, hein. C'est une manière de dire que apprendre une autre langue et le langage, les mots, les termes ici pour dénommer des couleurs dans cette deuxième langue, avait pu influencer d'une certaine manière la perception des couleurs. Alors ils savaient très bien, dans leur langue grecque, qu'il y avait ces deux termes, hein, mais simplement dans des paradigmes expérimentaux un peu complexes, mais vraiment sur la perception des couleurs, on pouvait voir l'influence de l'apprentissage d'une deuxième langue sur cette catégorisation. Alors, il ne s'agit pas ici de mémoire, il y a peu de travaux sur la mémoire, mais on peut se poser des questions sur est-ce que ça pourrait même jouer sur la manière dont on mémorise. C'est très fort hein, de se dire que juste les caractéristiques linguistiques d'une langue jouent à ce niveau-là. Bon, pour ça, je vous présenterai un exemple d'une étude qui, cette fois-ci, ne s'intéresse pas aux caractéristiques linguistiques en termes de lexique, les mots des couleurs, mais en termes de syntaxe. Oui, c'est pas la syntaxe plutôt. Grammaire, pardon. C'est une étude un peu ancienne, d'une vingtaine d'années, qui s'est intéressée aux anglophones comparativement à des Indonésiens. Une langue qui pour dénoter le temps des verbes, ne modifie pas les verbes, mais ajoute éventuellement des mots, mais qui garde le même verbe, que ce soit au présent, au futur ou au passé. L'anglais, comme le français, change hein, sa forme verbale pour dénoter le temps. Donc il y a une spécificité linguistique ici, d'intérêt, qui a été comment dire, exploitée pour voir si ça pouvait modifier la manière dont on mémorise des choses. Alors ici, vous avez une petite image de quelqu'un qui a un ballon devant lui, et on présentait à ces personnes l'une des trois images. Donc dans l'une d'entre elles, la personne s'apprête à taper dans le ballon. Donc l'action n'a pas encore été réalisée. Au présent, il est en train de taper dans le ballon, et celle de droite, au passé, il vient de taper dans le ballon. Donc ces trois images qui peuvent dénoter des temps différents. On expose les gens à l'une des trois images, et puis on demande, après un certain temps et avoir fait d'autres choses, hein, de reconnaître celles qu'ils ont vues auparavant. On se dit pourquoi la langue viendrait jouer là-dedans? Ça serait bon. Eh bien, si on regarde des natifs de langue anglaise qu'on compare à des natifs de langue indonésienne, eh bien, il y a des meilleures performances pour les natifs de langue anglaise par rapport aux natifs de langue indonésienne. Ici, c'est interprété comme le fait que la langue anglaise permet de coder via le verbe le temps. Oups là, pardon, je l'éloigne, je bouge beaucoup. Ce que ne font pas les personnes dont la langue est l'indonésien.
Et donc, ça serait l'idée que finalement, la structure ici linguistique de la langue a permis peut-être de plus efficacement mémoriser le temps de l'action. Que se passe-t-il chez les bilingues? Eh bien, les bilingues, dont l'indonésien était la langue maternelle et dominante ici, hein, eux ont passé ce type d'expérience soit dans un contexte en langue anglaise, donc on leur donne les consignes en anglais, ils parlent en anglais, on fait tout comme en anglais, soit dans un contexte en indonésien. Eh bien, pour une même personne, testée dans les deux contextes, les performances étaient meilleures quand ils étaient testés en anglais. Alors, c'est un résultat d'une étude. Vraiment, faut prendre ça avec beaucoup de précaution, mais ça soulève des questions. Il y aurait beaucoup encore à travailler sur ces questions, mais j'encourage à voilà, réfléchir aussi à ces choses-là, à savoir est-ce que les caractéristiques elles-mêmes des langues pourraient jouer sur notre mémoire. Bon, voilà, ça c'est un exemple qui montre que ça peut être le cas dans des situations très spécifiques, hein, évidemment, mais c'était pour illustrer un petit peu ces débats qui atteignent maintenant la psychologie et les sciences cognitives sur cette question de la relativité linguistique chez le bilingue. Autre point que je vais aborder, et je m'approche, j'ai pas l'heure, je vais prendre juste, je vais regarder quand même l'heure qu'il est. Ah, voilà, très bien, ça roule. Alors, une manière peut-être plus évidente de comparer le fonctionnement de la mémoire dans une langue et dans l'autre, non tant en termes de caractéristiques des langues cette fois, mais simplement la langue dominante versus la langue non dominante, la langue qu'on a apprise tôt versus celle qu'on a appris plus tard. C'est une question ici beaucoup plus simple, nettement moins dérangeante. De manière très évidente, si on doit mémoriser des informations dans une langue seconde, on est un petit peu moins performant. C'est un petit peu évident, notamment si notre niveau de compétence est un peu plus faible, parce que mémoriser des informations langagières, si c'est dans une langue pour laquelle on a un peu moins de vocabulaire, un peu moins de capacité à associer les informations en mémoire, ça va être un petit peu plus difficile. Ça, c'est un résultat qui est assez évident. Maintenant, ce qui est intéressant de noter dans cette littérature, c'est que la situation la moins optimale pour mémoriser des informations, c'est quand la langue de mémorisation et la langue dans laquelle on va devoir rappeler les informations n'est pas la même. Ce changement de langue entre le moment où on encode, on enregistre des nouvelles infos, et le moment où on va devoir hop, les rappeler, eh bien ça c'est un effet qu'on appelle langage dépendant, qui est interprété de la manière suivante. Il y a l'idée que quand on apprend des nouvelles informations, d'une certaine manière, la langue, c'est un indice contextuel qui, si ce même contexte est là quand on doit rappeler des informations, eh bien, va favoriser nos performances en mémoire. La langue ici fait office d'indice contextuel au même titre que d'autres types de contextes qui ont été étudiés, par exemple l'humeur. L'humeur dans laquelle on se trouve, si elle est congruente entre le moment où on apprend, où on rappelle, ça aide à... Voilà, c'est aussi un autre élément contextuel qui a été étudié. Pour illustrer ça, toujours Viorica Marianne a fait écouter des adultes bilingues espagnol-anglais des textes académiques avec des informations en biologie, en histoire, en mythologie, suivis plusieurs minutes après de questions, de rappels sur le texte. Et bien systématiquement pour les bilingues, en tout cas les bilingues très compétents dans les deux langues, dès lors qu'il y avait un changement de langue entre le moment où on apprend et le moment où on doit répondre à des questions, eh bien les performances étaient plus basses. Ça a des répercussions, évidemment. On peut réfléchir sur tous les élèves, adultes et plus jeunes, bien sûr, qui sont dans des situations d'apprentissage à l'école dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle et qui vont parfois passer par une autre langue pour apprendre leurs cours. Voilà, hein, ça a des répercussions aussi sur ce type de situation très concrète. Un autre élément sur ce type de situation, quand on change de langue entre le moment où on apprend et au moment où on doit rappeler l'information, eh bien, ça serait une situation plus propice aux faux souvenirs, par contre. Ça, c'est un autre point qui est un peu étudié. Et pour voir ça, voilà, je vous demanderais, on est dans une situation de changement de langue par rapport à tout à l'heure. Je vous ai présenté des mots à apprendre. Bon, ça fait un moment et entre-temps, j'ai fait beaucoup d'interférences langagières, donc ça a dû se mélanger. Mais
Les mots que vous avez appris tout à l'heure, ils sont là. Changement de langue dans l'autre langue. Ils sont là. Bon, on voit pas très bien. Traduit. On est typiquement, et j'ai fait exprès tout à l'heure de vous mettre plein de mots dans la catégorie, vous avez peut-être remarqué, hein, il y avait drap, repos. J'ai mis exprès plein de mots en lien avec le lit. Hop. Voilà comment on teste l'émergence de faux souvenirs. On met des mots d'une même catégorie sémantique. 20 minutes plus tard, on teste. Là, il y a des gens, évidemment, qui vont penser avoir appris le mot lit. Ils n'y étaient pas. Ils n'y étaient pas, mais ça, c'est le paradigme pour tester les faux souvenirs. Eh bien, ces faux souvenirs, ils sont plus présents quand on est très compétent dans une langue. Donc, pour le coup, on en a moins dans une langue seconde, parce qu'il y a moins d'associations qui se forment entre les mots. Mais on en a plus quand on change de langue. Là, ça fait un peu de bazar dans la tête. Il y a plus de faux souvenirs. Ces faux souvenirs, bon, ça peut paraître anecdotique, mais bien sûr, les informations qu'on a en mémoire et créer des faux souvenirs, ça a quand même potentiellement un impact dans certaines situations, quand on doit témoigner, par exemple, ou d'autres situations peut-être plus rares, mais voilà, les souvenirs, c'est quand même ce qui permet aussi de baser nos décisions. Donc, créer des faux souvenirs, ça peut être un petit peu embêtant. Donc, on a vu que la langue est un indice contextuel qui a un impact sur le fonctionnement mnésique, et donc c'est plus favorable d'apprendre et de rappeler des informations dans la même langue. Pour finir, et je m'arrêterai là, j'en ai pour 5 minutes, devrais pile avoir le temps. Pour finir, qu'en est-il de ce qu'on appelle la mémoire épisodique, mais ici autobiographique? Donc vraiment quand il s'agit de souvenirs personnels que l'on a vécus à différents moments de notre vie. On peut aussi se poser la question de si la langue que l'on utilise quand on doit rappeler des souvenirs personnels, est-ce que cela a un impact sur le type de souvenir que l'on va rappeler? Est-ce que même ça peut avoir un impact sur la manière dont on va décrire ces souvenirs? Donc c'est une autre question qu'on peut se poser, hein. Est-ce que si on parle plusieurs langues, est-ce qu'on se raconte de la même manière selon la langue qu'on utilise? Et là, toujours Viorica Marianne, eh bien elle a demandé à des personnes qui étaient russophones, qui avaient émigré au Royaume-Uni, raconter des souvenirs personnels, par exemple ici les vacances, euh, dans un contexte soit en russe, soit en langue anglaise. Ce qu'elle a observé, c'est que quand la situation était en langue russe, eh bien les souvenirs concernaient des situations où la personne avait parlé russe. Il demandait après, hein, évidemment. Alors que quand la situation de passation était en anglais, eh bien les personnes allaient beaucoup plus évoquer des souvenirs qui avaient été vécus en parlant avec d'autres personnes en langue anglaise. Donc ici, ça souligne le fait que la langue qu'on utilise peut influencer le type de souvenir qu'on va spontanément évoquer dans ce type de situation. On est assez libre hein, de raconter ce qu'on veut. Et pour terminer, la manière dont on raconte nos souvenirs pourrait même elle aussi varier, et je terminerai avec ça, notamment en lien avec la question des émotions. Je disais tout à l'heure que c'est une thématique sur laquelle on travaille avec une de mes doctorantes. Eh bien, il y a cette idée que les souvenirs qu'on évoque dans notre langue dominante, ou peut-être devrais-je dire la langue qu'on a apprise dans un certain contexte, plus familial peut-être, eh bien, il y a plus d'émotions quand on évoque ces souvenirs-là. Ça, c'est une question voilà, d'intérêt aujourd'hui, que quand on va évoquer ces mêmes souvenirs dans une langue seconde, parce qu'il y aurait une certaine distance émotionnelle dans la langue seconde, moindre ressenti émotionnel dans une langue, peut-être notamment quand on l'a apprise plus tard, dans un contexte qui est moins chargé affectivement. La langue maternelle, on l'apprend dans un contexte voilà, très particulier avec les parents. Hein. Et donc cette hypothèse de distance émotionnelle en langue seconde, par contre, pourrait expliquer le fait que quand on rappelle des souvenirs dans cette deuxième langue, on va un peu plus évoquer des souvenirs sensibles, des choses qui nous gênent, qu'il est plus facile de dire dans l'autre langue. En l'occurrence, dans l'étude très récente de Kyriakou, c'était des souvenirs en lien avec des infidélités, des choses comme ça, vous voyez. Donc, il y a cette idée maintenant même dans la mémoire autobiographique, dans le bilinguisme, de la charge affective de ces souvenirs et qui pourrait être plus ou moins forte selon qu'on utilise une langue ou une autre.
Voilà, je m'arrête là. Donc oui, ça c'est le dernier point, effectivement, j'avais oublié. Ce dernier point dont je viens de parler, bah, ça a des implications pour les psychologues, notamment dans la prise en charge psychologique des patients bilingues, parce que si les souvenirs que l'on rapporte diffèrent selon la langue qu'on utilise, eh bien c'est quelque chose qui est intéressant pour tout l'accompagnement psychologique et qui est en train d'être étudié de plus en plus. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Alors, merci Eva. Vous êtes très très nombreuses cet après-midi, donc vous levez bien la main pour les questions. On ne pourra pas prendre tout le monde, ça c'est sûr. Je vois déjà une main levée là-bas au fond, donc j'y vais. Hop. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Je me demandais, est-ce que par rapport à la mémoire de travail, comme on a vu qu'il pouvait y avoir des différences de syntaxe qui pouvaient obliger à plus travailler la mémoire de travail, est-ce que des langues comme par exemple l'allemand, où il faut attendre la fin de la phrase pour avoir le verbe, ça permet pas de travailler cette mémoire de travail justement? Est-ce que c'est quelque chose qui est étudié, ce genre de... Donc là, alors très franchement, je n'ai pas la réponse. Ce que vous dites est tout à fait plausible et serait pertinent en fait effectivement d'étudier. Euh, c'est vrai que les personnes qui travaillent sur la mémoire, et celles qui travaillent sur le langage, communiquent pas toujours beaucoup. C'est pourquoi sur le bilinguisme et la mémoire, finalement, c'est pas le thème le plus étudié. J'ai aucune idée de si ça a été testé. Ici, des différences finalement selon la langue dans les capacités en mémoire. Alors, du fait des propriétés de la langue elle-même, ça me semble pertinent ce que vous proposez. Après, d'un point de vue très opérationnel, c'est pas évident à tester, mais parce qu'il y a tellement d'autres facteurs que la langue. Si on compare des germanophones, il y a tellement de facteurs qui pourraient jouer, mais on pourrait, oui. C'est tout à fait pertinent de se poser ce type de questions. Oui. J'ai pas connaissance de réponse, en tout cas ça, mais. Je tiens aussi à vous remercier du coup pour cette formation. Alors moi par contre, vous m'entendez? Alors moi par contre, je me posais juste quelques questions. Je trouve ça dommage quand même qu'on n'ait pas pu approfondir un petit peu plus les définitions sur le bilinguisme ou les différentes formes de bilinguisme, parce que du coup on a parlé en fait de langue première et de langue seconde, et je me demandais en fait si ces effets positifs sur les capacités mnésiques étaient toujours présentes quand il y avait en fait un apprentissage simultané de deux langues. Mais l'étude de Monnier, la dernière parue en date sur la mémoire de travail, ils ont regardé selon les différents profils de bilingues. Alors, ils ont regardé selon l'âge d'acquisition, le niveau de compétence. Ils ont aussi regardé quelque chose de assez évident qui est est-ce que les gens ont été testés dans leur langue dominante ou non dominante, hein. Dans leur étude, ils ne trouvaient pas vraiment de variation selon ce type de paramètres. Mais en fait, c'est beaucoup plus étudié sur les fonctions exécutives que la mémoire de travail. Certes, il y a 147 études, mais la caractérisation des profils bilingues, c'est quelque chose auquel on pense de plus en plus ces dernières années. Pendant des années, on parlait éventuellement de l'âge d'acquisition, on faisait un petit Oui, test de vocabulaire et puis c'est tout. Donc en fait, d'accord. on dispose en fait peu d'informations quand on regarde les travaux. Et donc, mieux approfondir quel type de bilinguisme on parle, c'est vraiment ce que les chercheurs soulignent aujourd'hui comme voilà, piste maintenant pour mieux comprendre. Mais il y a beaucoup de travaux, si vous regardez, on n'a pas les détails en fait. D'accord. Et je voulais juste peut-être juste un dernier point. Ouais, et c'était juste pour savoir du coup par rapport aux travaux de monsieur Benjamin Worth, sur lesquels Hmm. justement en fait le langage va déterminer notre façon de penser, juste dans la continuité, qu'est-ce que ça peut provoquer justement chez un enfant qui va apprendre deux langues simultanément? Comment est-ce qu'il va être amené à penser en fait? Bah, après, cette hypothèse qu'il a soulevée était très théorique, hein, elle n'était pas testée sur le plan expérimental. Ça, c'est bien plus tard que les gens tentent de tester ça. Euh, sur cette idée que ça détermine la pensée, c'est quand même aujourd'hui balayé, hein, cette idée-là, hein, ça a soulevé beaucoup de tollé, hein, d'ailleurs. Mais donc là, c'est plutôt le fait que ça puisse influencer. Alors, ce qui a été, je vous disais, beaucoup étudié, c'est cette histoire des termes qu'on emploie pour et de la perception des couleurs. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié.
Mais le fait d'être bilingue, que ça influence la pensée, ça influence ces processus cognitifs. Ce que vous entendez par pensée, je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence. Ça vient pas influencer nos idées. Enfin, là, il n'est pas question d'aller si loin, hein, évidemment. C'est plutôt en termes de capacité cognitive, hein. Après, voilà, il n'y a pas non plus. Alors, il y a des choses, il y a des choses un petit peu différentes, mais qui soulignent que il y a un intérêt aussi pour des variations en fonction des cultures, véhiculées par des langues, par exemple, plus ou moins collectivistes, qui pourraient influencer la manière dont on se présente. Il y a des choses comme ça. Ou là, peut-être, je ne sais pas si c'est ce que vous entendez par penser, des choses un peu plus liées à l'identité des individus, mais là, on parlait beaucoup de fonctionnement cognitif, hein. On ne va pas forcément trop loin non plus là-dessus, hein. Merci, oui. Est-ce que dans le cadre de vos recherches et de vos études, vous ne pensez pas, comme je le pense pour ma part, que l'apprentissage et la connaissance de l'art lyrique ou même du théâtre, du chant, du solfège est un atout qui, comme une langue, permet aussi d'améliorer les performances? Ah, tout à fait. Alors sur la pratique musicale, il y a énormément de travaux là-dessus, très clairement. Il y a beaucoup de là, c'était pas le thème aujourd'hui, mais il y a beaucoup de travaux sur la pratique instrumentale. Quiconque a appris un instrument sait à quel point c'est coûteux sur le plan cognitif, et donc il y a beaucoup de travaux qui s'intéressent à l'impact positif de la pratique instrumentale. Le chant, je connais un peu moins de travaux là-dessus. Par contre, vous parliez du solfège et la pratique, enfin, l'écoute musicale et des connaissances musicales, ça a aussi un impact sur les compétences langagières et qui peuvent favoriser aussi l'apprentissage des langues. Il y a des travaux, par exemple, sur la lecture de partitions et la lecture de mots chez les enfants, puisque quand on lit une partition, ça nécessite de mettre en place des processus dont on a besoin aussi pour ensuite lire. Donc il y a bien sûr aussi beaucoup de choses sur ces questions et à tous les âges. Il y a des travaux d'ailleurs aussi sur ces questions-là, des apprentissages plus tardifs qui montrent aussi des effets positifs sur la cognition. Merci pour toutes ces précisions. J'aimerais savoir s'il y a des travaux sur les enfants de couples binationaux, sur la langue maternelle paternelle, selon qu'on est d'une nationalité ou de l'autre, et s'il y a un effet sur le développement de l'enfant. Dans les travaux dont j'ai parlé, j'ai pas précisé à chaque fois les profils bilingues, mais il y a beaucoup de travaux qui sont chez des enfants qui ont été élevés dans un environnement bilingue, avec un parent qui parle une langue à la maison, l'autre une autre. Il y a beaucoup d'études de ce type. Donc des bilingues précoces, souvent on va appeler, et dans un environnement familial. Donc oui, parmi les travaux que j'ai listés, j'ai pas donné de précision à chaque fois, mais ça fait partie des groupes de bilingues qui sont étudiés, bien sûr. Alors, on me demandait tout à l'heure, sur un autre sujet que la mémoire, quelles sont les répercussions pour les enfants qui sont élevés dans un environnement bilingue. Il y a souvent des inquiétudes par les parents. Je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir, mais il y a on sait que dans un environnement vraiment bilingue tout petit ne gêne pas les enfants pour distinguer les deux langues, hein. Ça, c'est des choses qu'on sait. Je ne sais pas si c'est ce type de questionnement que vous aviez peut-être. On m'a posé cette question tout à l'heure, donc je pense à ça, mais il y a pas de difficulté pour les enfants dont les parents parlent deux langues à les discriminer, distinguer les deux langues. Même si on a l'impression qu'un petit enfant met un mot d'une langue dans une phrase, enfin voilà, mélange un peu tout. C'est juste qu'il n'a pas forcément le mot dans l'autre langue, donc il utilise les mots qu'il a et c'est plutôt fonctionnel. Mais il n'y a pas de confusion entre des langues, alors que c'était une inquiétude qu'avaient beaucoup les gens pendant longtemps, et une inquiétude qui perdure un petit peu pour les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, alors qu'ils peuvent eux aussi bénéficier d'un environnement bilingue. Oui. Bonjour et merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport à est-ce qu'il y a des recherches sur le fait que Non, j'ai eu un moment de bref. Pas de souci, ça. Est-ce que le fait que nous savons que est-ce qu'il y a des recherches sur le fait
que les enfants qui, justement, non, même pas, qui sont multilingues et font du code switching en plein milieu de la phrase, est-ce qu'il y a des recherches sur le fait que, parce que vous avez parlé de contrôler et le fait qu'il s'agit de contrôler sa langue pour parler dans une seule langue et ça aiderait la mémoire. Est-ce que le fait de faire du code switching tout le temps dans la même phrase, avec quelqu'un en face qui comprend donc les plusieurs langues, est-ce qu'il y a eu des études sur le fait que ça impacte négativement la mémoire en fait? À ma connaissance, non. Justement, c'est vraiment vers ça que doivent tendre les études, c'est-à-dire de mettre en relation la cognition, la mémoire, même les fonctions exécutives dont je parlais, et des analyses fines du contexte langagier des individus. Et donc, il faut des études interdisciplinaires où on arrive à repérer beaucoup plus finement à quel point les gens font du code switch. C'est une question qui est clairement posée au niveau théorique depuis quelques années, et il faut encore aller plus loin là-dessus. Donc, j'ai pas la réponse pour l'instant, mais c'est clairement ça qu'il faut maintenant étudier. C'est-à-dire comprendre vraiment, pas mettre tous les bilingues dans le même sac maintenant, et repérer précisément qu'est-ce qui, dans l'utilisation des langues, vient travailler telle ou telle fonction cognitive. C'est vraiment ça, ce vers quoi il faut aller maintenant. Oui. Question suivante. Personne? Si. Merci encore. Je crois s'il y a du monde, c'est peut-être parce que le bilinguisme nous atteint un peu personnellement en Alsace. Est-ce que le fait d'avoir deux langues ici nous fait paraître plus intelligents que les Parisiens? Il m'a coupé l'herbe sous le pied. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le monsieur. Oui. Un musicologue m'a expliqué que proportionnellement, il y a beaucoup plus d'associations musicales et de chorales en Alsace que dans le reste, dans le centre de la France, parce que le français est une langue très atonale et que l'alsacien étant chantant, nos capacités sont meilleures. Ouais. Alors, je rebondis sur une question. Est-ce que la mémoire est meilleure pour des gens qui apprennent des langues très compliquées, par exemple les Chinois qui ont des idéogrammes très difficiles à retenir, les 4 tons, etc. Est-ce que ça a été étudié par rapport à d'autres locutions qui sont peut-être plus simples comme le français ou l'italien? Alors très franchement, j'ai pas du tout la réponse à cette question de comparaison vraiment. C'est un petit peu comme la question tout à l'heure, c'est-à-dire repérer des variations selon les langues en termes de développement de la mémoire. J'ai connaissance d'autres travaux sur d'autres fonctions cognitives, mais celle-ci vraiment, je préfère pas vous répondre. Il y a peut-être des travaux et je ne les connais pas parce qu'il y a tellement de choses. Donc ça pourrait, voilà, c'est simplement très difficile de comparer déjà des groupes, et là en plus venant de pays différents. Mais il y a peut-être des recherches et je ne les connais pas, donc je ne voudrais pas rebondir et vous dire n'importe quoi. Sur la première partie de votre intervention, vous avez raison, la langue française est une langue pour laquelle l'accent tonique est sur la dernière syllabe. Et c'est pour ça qu'elle paraît toujours un peu monotone. Et effectivement, enfin, moi je ne suis pas alsacienne, mais quand j'écoute l'alsacien, on sent qu'il y a des accents toniques variables dans la phrase. Et on voit bien le lien avec certaines compétences rythmiques. Donc, c'est un point que vous soulevez qui est tout à fait pertinent parce que l'accent que l'on place quand on s'exprime dans une langue, quand il varie, il y a une certaine rythmicité. Euh, Il y a beaucoup de langues comme ça. En l'occurrence, c'est le français qui est peut-être plus atypique en l'occurrence que... Oui, c'est ça, ouais. Bonjour madame. Un de mes livres de chevet, c'est le discours de la servitude volontaire, Oui, de la Boétie. Et ma oui. question, elle est toute simple. Comment peuvent vivre aujourd'hui encore des gens qui étaient bilingues, à qui on a interdit de parler l'alsacien, par exemple, à l'école? Comment peut-on aujourd'hui comprendre cette situation psychologique Ouais.
qui perdure. Merci. Mais c'est quelque chose dont on m'a parlé récemment, d'ailleurs. Là, je ne peux pas vous répondre que par des choses très intuitives. Ça va au-delà de mes compétences, mais là, on s'approche de questions plus identitaires et de la manière dont on se construit dans ce cas-là. Ça vient bien au-delà de cette question de la mémoire et du bilinguisme. Là, c'est bien plus important. Et effectivement, il y a des situations de perte de langue. Alors, en général, pas forcément du fait d'interdiction, mais des cas d'adoption où les gens perdent la langue, mais pas dans des contextes comme vous le soulevez, bien différents. Mm. Merci pour votre présentation. J'avais une question qui est peut-être trop parallèle, mais au niveau de la créativité, qui est aussi une fonction cognitive, est-ce qu'on voit une différence entre les monolingues et les bilingues ou plurilingues? Parce que du coup, comme ils ont plusieurs langues, ils sont moins limités au niveau et du vocabulaire et donc des pensées. Si on reprend votre exemple avec les Grecs, du coup, ça leur Mm. ajoute des couleurs aussi d'une certaine manière, mais aussi au niveau de la syntaxe. Donc, est-ce qu'on voit un peu une plus grande créativité quand on parle plusieurs langues? Alors, j'ai pas une réponse très claire là-dessus non plus à vous fournir. D'un point de vue théorique, ça pourrait être le cas parce qu'on peut penser à la plus-value enfin, l'intérêt des fonctions exécutives dans la créativité. Et donc, si on fait un lien, on peut se poser ce type de questions. J'ai pas connaissance des travaux là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde s'est centré sur mémoire de travail, fonctions exécutives. De plus en plus, on s'intéresse à plein d'autres fonctions cognitives, la théorie, même la cognition sociale, la créativité. J'ai pas connaissance de travaux qui aient comparé monolingue bilingue, mais c'est possible que ces dernières années, certains s'y soient penchés, hein. J'ai pas la réponse là tout de suite, mais après la créativité, la difficulté, c'est que c'est en soi déjà un concept qui renvoie à plein de choses différentes. À la fois la capacité à avoir plein d'idées, mais aussi à un moment donné à pouvoir en sélectionner une pertinente dans un contexte. Donc c'est aussi assez compliqué à évaluer, même si. Mais c'est vrai que la créativité est de plus en plus étudiée ces dernières années. On s'y intéresse en psychologie aussi. Donc s'il n'y a pas encore d'études, ça ne saurait tarder à mon avis, parce que les gens qui s'intéressent au bilinguisme commencent à étudier les différences pour tout. Donc, mais avec voilà les difficultés que ça apporte, c'est-à-dire comparer des groupes, ça signifie s'assurer ils sont comparables sur tous les autres aspects. Et ça, c'est pas toujours évident. On me souffle dans l'oreillette. Et est-ce que le fait de faire des apprentissages bilingues ou autres peut aider à traiter, par exemple, des maladies comme Alzheimer? Ah bah, ça, il y a quelqu'un qui en parle cette semaine. Bah, je l'ai dit tout à l'heure un petit peu, il y a un intérêt par certains collègues qui travaillent beaucoup sur la question du déclin cognitif. Il y a toute une littérature actuellement sur les maladies neurodégénératives dans le cadre du bilinguisme. Et il y a cette idée, alors beaucoup soutenue par Hélène Bialystok, qui était la chercheuse qui a le plus publié là-dessus, du bilinguisme comme facteur protecteur. Il y a des travaux sur l'Alzheimer, plutôt avec l'idée que on voit le diagnostic un peu retardé. C'est globalement ce qui ressort, mais en termes d'explication, c'est assez complexe. L'idée serait que ça donne une réserve cognitive qui amènerait à ce que les premiers symptômes soient perçus un peu plus tard. Et ça ne signifie pas qu'il y a moins, mais un peu plus tard. Alors, pour l'instant, à ma connaissance, on en est à peu près à ça sur la question. Mais c'est très étudié aussi sur les maladies neurodégénératives. Oui. Et autre question, quid de l'espéranto dans cette histoire? Alors là, je passe mon tour. Ah, Non, d'accord. je n'ai pas de réponse. Oui, Il n'y a pas d'études en relation avec ça? pas à ma connaissance, mais il y en a des milliers, alors peut-être qu'il y en a une, j'en sais rien. Non, je ne sais pas du tout. C'est rarement des choses que j'ai vu passer dans des travaux, hein, ouais. À réfléchir pour la prochaine conférence, alors. Y a-t-il encore une dernière question? Oui, monsieur. Merci.
Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits pour étudier le bilinguisme et la dyslexie? Un petit peu. Un petit peu. Nous-mêmes, on a mené une étude là-dessus. Enfin, c'était pas vraiment le bilinguisme, mais l'apprentissage des langues. Il y a quelques études sur cette question. Eva, le Oui, micro plus près. pardon, oui. Quelques études sur cette question. Alors, sur le langage écrit, il y a aussi une ligne de travaux, c'était pas du tout le propos aujourd'hui, mais qui montre que le fait d'avoir deux langues pourrait amener à mieux repérer, à faire une analyse linguistique de chaque langue un petit peu plus précise, parce que si on a deux langues, on peut peut-être être amené à repérer les similarités, les différences entre les deux langues, et que ça viendrait favoriserait ce qu'on appelle les compétences métalinguistiques qui nous permettent d'analyser les langues. Or, ces compétences-là, elles sont utiles lorsqu'on doit apprendre à lire. Quand on apprend à lire, eh bien, on a besoin d'une bonne analyse des sons de la langue, une bonne analyse de la morphologie des langues, des suffixes, comment se construisent les langues. Et donc, il y a cette idée que le bilinguisme et l'apprentissage des langues en général favorisent cette capacité-là qui pourrait venir donc favoriser l'apprentissage de l'écrit. Alors maintenant, quand il y a un diagnostic de dyslexie, évidemment, on a ici un trouble qui va être visible dans les deux langues. Visible dans les deux langues, maintenant, il y a des langues qui sont plus ou moins complexes tout de même à lire. Et donc, là où en français ou en anglais, l'enfant dyslexique va avoir des difficultés importantes parce que ce sont des langues un peu opaques, un même son, même lettre peut se prononcer de différentes manières. Et puis en écriture, c'est encore pire, hein, d'où les fautes d'orthographe dans notre langue. Si l'autre langue est une langue beaucoup plus transparente, comme c'est le cas de l'espagnol, une lettre, un son, une lettre, pof, pof, les difficultés vont pas forcément être aussi massives dans les deux langues, mais en raison des particularités des langues. Ça sera peut-être plus juste un ralentissement dans la langue espagnole, alors que dans la langue française, il y aura un ralentissement et des erreurs de lecture. Donc, s'il y a un diagnostic de dyslexie, a priori, ça va jouer sur les deux langues, parce que c'est les mêmes mécanismes pour apprendre à lire les deux langues, mais du fait des particularités des langues, ça peut être plus ou moins, j'ai pervasif je sais pas comment dire ça, ça va avoir plus ou moins de conséquences négatives sur la lecture, hein. Un ralentissement, c'est pas aussi gênant que se tromper au moment où on doit décoder, où on doit lire des mots, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la question de la dyslexie, un petit peu. À propos de personnes qui perdent l'usage de leur langue, s'ils en ont qu'une à la suite d'un choc, d'un accident ou d'un AVC, on sait, heureusement pour les bilingues ou trilingues, etc., qu'un orthophoniste peut partir de la langue qui est encore en mémoire et remonter et recréer en quelque sorte la langue première ou seconde ou de bilingue et faire cette recréation à partir des langues qui restent, ou de la langue qui reste. Ouais, ça a beaucoup été étudié dans les cas d'aphasie chez les bilingues. Il y a des choses très particulières parce que parfois c'est la langue moins maîtrisée qui est accessible alors que la langue dominante l'est moins. Enfin, il y a plein de profils différents de récupération, mais c'est souvent l'accès aux langues qui est difficile après ce type après un AVC qui aurait entraîné une aphasie. Ce qui signifie pas que les représentations sont plus en mémoire, mais sont plus accessibles. Donc effectivement, ça peut être travaillé. À ce titre, on parlait de l'alsacien tout à l'heure. La question de l'alsacien, par exemple, sur le territoire est un point important et on n'a pas les outils pour mesurer ou accompagner les personnes parfois dans cette langue-là quand c'est celle qui reste suite à un AVC. Et on a un petit projet avec des collègues dont certains qui travaillent sur l'alsacien justement pour créer des outils pour mesurer justement dans ce cas particulier que vous mentionnez, pour mieux accompagner après les personnes suite à une aphasie pour lequel il faudrait pouvoir vérifier quid de l'alsacien, par exemple. Il y a des tests pour plein de langues, mais sur le territoire, il n'y a pas, et c'est évidemment nécessaire pour toutes les personnes pour qui c'est peut-être l'alsacien qui va être la langue qui va être récupérée. Les orthophonistes n'ont pas forcément les outils après pour accompagner.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie, Ben, je vous Eva. remercie aussi pour votre présence. Je rappelle, parce que j'ai oublié de le faire en intro, que nous sommes placés dans le cadre de la semaine de la mémoire en partenariat avec l'Observatoire B2V des mémoires. Rendez-vous la semaine prochaine avec le cerveau virtuel et Damian Battaglia, un chercheur du CNRS. Voilà, bonne semaine.